Il faut imaginer un instant une scène très simple, presque banale, mais d'une rigueur absolue. Ouais, d'une précision chirurgicale même. C'est ça. Un lit de camp complètement austère. On a un matelas basique, un sommier en métal, et dessus, une couverture en laine grise parfaitement tendue. Pas l'ombre d'un pli. Avec l'oreiller centré au millimètre près en haut. Exactement. Et une autre couverture pliée en un petit rectangle immaculé au pied du lit. Et pour couronner le tout, il y a cette fameuse pièce de monnaie. Ah oui, le test de la pièce. Voilà. On lâche une pièce sur le matelas et elle doit rebondir avec un petit tintement métallique. C'est la preuve indiscutable d'une tension parfaite. Bah franchement, si on essayait de faire rebondir une pièce sur une couette normale un mardi matin, elle s'enfoncerait juste tristement dans le duvet. Profondeur très attendue. Tout à fait. On plonge dans la philosophie d'un homme au parcours vraiment exceptionnel, l'amiral William H. McRaven. Un vétéran, oui. 36 ans de carrière au sein des Navy SEALs, donc les célèbres forces spéciales de la marine américaine. Le gars a traversé les pires zones de conflit de la planète, commandé des opérations ultra complexes. Et il a condensé toute cette sagesse dans un principe étonnamment simple. C'est presque absurde de simplicité en fait. Ce principe, c'est que pour changer le monde, il faut tout simplement commencer par faire son lit. Ça paraît fou dit comme ça. C'est sûr. Cette discussion s'adresse d'ailleurs à quiconque se sent parfois complètement submergé par le chaos du quotidien. Parce qu'honnêtement, on a tous des moments où la vie ressemble à une tempête ingérable. Oh oui, il y a des jours où rien ne va. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un militaire surentraîné pour tirer parti de ces leçons du livre. C'est plutôt une bouée de sauvetage, un ancrage solide pour retrouver un peu de contrôle. Bon, décortiquons un peu tout ça, car l'idée qu'une simple tâche ménagère puisse avoir un impact psychologique aussi monumental a de quoi surprendre. Ce qui est fascinant ici, c'est le contraste absolu, on pourrait même dire vertigineux, entre l'environnement dans lequel cette leçon a été forgée et la nature même de la leçon. C'est clair. D'un côté, on a l'extrême brutalité. Oui, la brutalité de la formation des forces spéciales à la base de Coronado en Californie. Pour planter le décor, on parle de mois d'entraînement avec des nuits entières sans sommeil, du froid glacial dans les vagues de l'océan Pacifique. Et le sable qui s'infiltre absolument partout. Partout, voilà, et une fatigue mentale poussée à son extrême limite. C'est un environnement qui est conçu pour briser les gens, littéralement, hein. C'est fait pour faire craquer les plus faibles. Exactement. Et de l'autre côté, face à ce chaos indescriptible, l'antidote que propose McRaven n'est pas une technique de combat hyper complexe. C'est pas une stratégie de survie psychologique ultra sophistiquée non plus. Non, c'est juste un lit au carré. C'est la banalité rassurante, presque ennuyeuse, d'une tâche ménagère matinale. La discipline ne naît pas dans des actes héroïques grandioses. Elle naît dans l'exécution méticuleuse des plus petits détails. Mais c'est fou de se dire que tout commence par un lit. D'ailleurs, les mémoires de l'amiral décrivent ces fameuses inspections matinales à Coronado avec une sacrée précision. On s'y croirait. On s'imagine la scène. Les jeunes recrues sont alignés au garde-à-vous au pied de leur lit face à des instructeurs qui cherchent la moindre faille. L'instructeur vérifie l'uniforme, la brillance de la boucle de ceinture, le reflet sur les bottes. Et ensuite, il s'approche du lit. Voilà. Et si l'angle de la couverture n'est pas exactement à 90 degrés, paf, la sanction tombe. Et c'est pas juste une mauvaise note sur un carnet. Non, en effet, la sanction est immédiate et, on va pas se mentir, totalement disproportionnée par rapport à la faute. Ah, c'est sûr. Il faut courir sur la plage, plonger tout habillé dans les vagues glacées du Pacifique, puis après il faut se rouler dans le sable jusqu'à en être entièrement recouvert. Le fameux Shugekoki. Le biscuit ensablé, c'est ça. Et tout ça juste pour un pli sur un drap. Ça paraît presque sadique quand on y pense. Mais McRaven explique bien dans l'ouvrage que le but de l'instructeur n'est pas de distribuer des bons points pour un lit bien fait. Non, pas du tout. Faire son lit au carré, c'est simplement le minimum syndical. C'est pas une fin en soi. Et c'est là qu'on plonge dans la psychologie comportementale, en fait. C'est pas de la maniaquerie. Le cerveau humain fonctionne énormément à la récompense et au sentiment d'accomplissement. C'est la petite dose de dopamine du matin. Exactement. Commencer la journée par une tâche accomplie, même si c'est juste tendre une couverture, ça crée un élan neurologique. C'est la toute première victoire de la journée. Une victoire facile en plus. Facile, oui, mais puissante. Inconsciemment, cela envoie un signal fort à notre esprit. Ça dit qu'on est capable de contrôle, de rigueur, et qu'on peut mener une action à son terme. Et cette première petite victoire agit comme un déclencheur. Qui va en entraîner naturellement une deuxième, puis une troisième. C'est un effet domino positif en somme. C'est ça.
Mais il y a aussi une dimension de secours presque thérapeutique à cette philosophie. La vie est, par essence, très imprévisible. On a tous connu ces journées absolument désastreuses où tout va de travers. Ah oui, un projet qui s'effondre au travail, une mauvaise nouvelle personnelle, une grosse succession d'échecs. Dans ces moments-là, rentrer chez soi le soir complètement épuisé et retrouver un lit parfaitement fait, un lit qu'on a fait soi-même le matin, cela offre un réconfort psychologique immense. C'est vrai que ça fait du bien. C'est une preuve visuelle, tangible, que tout n'est pas chaotique, que tout n'est pas perdu. Cela murmure silencieusement qu'on a au moins réussi une chose aujourd'hui, et ça donne l'espoir d'un lendemain meilleur. C'est une constante dans un monde rempli de variables incontrôlables. Cette notion de constante est ultra puissante. D'ailleurs, elle a suivi l'auteur bien au-delà de ses classes à Coronado. Oui, il raconte un épisode très marquant de sa vie. Un moment particulièrement sombre, juste après les attentats du 11 septembre. Il venait d'avoir un très grave accident de parachute. Son bassin et son dos étaient brisés. Il était cloué dans un lit d'hôpital qu'on avait dû installer dans son propre logement de fonction. Une situation terrible. Et le monde entier était plongé dans la terreur. Son propre corps refusait de fonctionner. Tout semblait complètement hors de contrôle. Et pourtant, son obsession première, alors qu'il était allongé sur le dos, c'était de s'assurer que ce lit d'hôpital médicalisé soit fait correctement. C'est une réaction de survie mentale qui est vraiment fascinante. Face à l'impuissance physique et à l'effondrement du monde extérieur, exiger que les draps soient tirés, c'était sa façon de retrouver sa dignité. C'était garder le contrôle sur le seul petit mètre carré qui lui restait. C'est tout à fait ça. C'était un message envoyé à lui-même. Je suis toujours un soldat, je suis toujours aux commandes de mon environnement immédiat et je suis prêt à entamer le processus de guérison. C'est l'ordre qui fait barrage au chaos. C'est beau dit comme ça. Mais une fois que l'on a construit cette fondation individuelle, les idées du livre s'élargissent rapidement. Parce que l'ordre personnel, ça suffit pas quand la tempête devient trop forte. On glisse alors très vite vers la nécessité absolue de s'appuyer sur les autres. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Surtout avec l'image qu'il utilise. Celle des canaux pneumatiques. Les fameux petits zodiacles. Pendant la formation, les recrues sont divisées par petites équipes de 7. Ils doivent soulever, porter et surtout pagayer dans un petit bateau en plein milieu des vagues immenses et hyper violentes du Pacifique. Un vrai cauchemar logistique. La mécanique de cet exercice est impitoyable. Pour que le canot avance et perce les vagues, il faut que les 7 personnes rament en parfaite synchronisation. Si un seul gars relâche son effort ou s'il perd le rythme de sa pagaie, le canot entier est soulevé et violemment retourné par les flots. L'erreur d'un seul fait couler tout le monde. Exactement. C'est une démonstration brutale qu'on ne peut absolument pas diriger l'embarcation tout seul quand les éléments se déchaînent. Et cette métaphore du canot pneumatique se transpose merveilleusement bien à la vie de tous les jours. Les vagues géantes que l'on affronte dans le civil ne sont pas faites d'eau salée. Non, c'est d'autres types de tempêtes. Ce sont des deuils soudains, des maladies graves, des faillites professionnelles ou même des ruptures très douloureuses. Face à ces tragédies inévitables, l'idée du self-made ou de la résilience purement solitaire, c'est qu'une véritable illusion. Le mythe du loup solitaire, ça marche pas longtemps. On ne peut tout simplement pas manœuvrer le bateau tout seul dans ces conditions. Il faut un équipage, il faut des amis proches, des collègues de confiance, des alliés, des gens qui sont prêts à ramer à notre place les jours où on a physiquement ou mentalement plus la force de tenir la pagaie. C'est une vraie leçon d'humilité en fait. Une humilité profonde. Notre survie dépend fondamentalement de la bienveillance et du soutien d'autrui. Ce qui amène une question cruciale, comment choisir cet équipage, Et c'est là que l'entraînement brise vraiment tous les clichés. McRaven raconte l'histoire d'un équipage qu'on surnommait les petits gars avec de petites palmes. J'adore cette anecdote. Techniques extrêmement diverses. Sur le papier, face aux grands gaillards musclés des autres équipes, tout le monde les sous-estimait allègrement. On se disait qu'ils n'avaient aucune chance. Voilà. Et pourtant, à chaque épreuve de natation intense, ces petits gars finissaient toujours, mais alors toujours, loin devant tout le reste de la promotion. C'est parce que l'épreuve physique extrême agit comme un révélateur. Elle efface complètement les apparences pour ne laisser que le moteur interne de l'individu. Complètement. Le livre donne aussi l'exemple de Tommy Norris en 69. Les recruteurs ont failli le recaler immédiatement. Ils le trouvaient trop petit, trop maigre, pas assez athlétique pour avoir la moindre chance de devenir un SEAL. Il correspondait pas du tout au profil type. Pas du tout. Non seulement il a passé la formation, mais il est devenu une véritable légende, décoré de la plus haute distinction militaire américaine.
Ce que ça prouve, c'est que ni l'origine sociale, ni le compte en banque, ni la taille des biceps ne comptent quand on est dans la tempête. Ce qui compte, c'est l'intérieur. Face à l'épuisement, seule la taille du cœur et la volonté farouche de ne pas abandonner son équipe font la différence. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, cette révélation sur la force de caractère nous amène à affronter un concept psychologique beaucoup plus rude, un concept abordé frontalement par Macreven. L'injustice. L'injustice inhérente à la vie. Dans notre culture actuelle, on a souvent beaucoup de mal avec l'injustice. On est conditionné à penser que si on fait les efforts nécessaires, si on suit bien les règles, on sera forcément récompensé. Le fameux mythe de la méritocratie absolue. Or, la réalité est tout autre. L'histoire de Moki Martin dans l'ouvrage en est la preuve bouleversante. C'était un athlète d'exception, un pionnier des tout premiers triathlons, un homme dont le corps était taillé pour l'endurance et la performance pure. Une vraie machine de guerre. Et un matin, un banal accident de vélo vient tout briser. Il se retrouve paralysé, cloué dans un fauteuil roulant pour le restant de ses jours. C'est l'injustice absolue. Et la réaction de Moki Martin face à ça est juste incroyable. Le livre précise qu'en des décennies d'amitié, l'auteur n'a jamais, pas une seule fois, entendu cet homme se plaindre de son sort. C'est ce qu'on appelle l'acceptation radicale en psychologie. Moki Martin a compris très vite que se plaindre, se demander en boucle « pourquoi moi ?», c'est gaspiller une charge cognitive et émotionnelle précieuse. C'est de l'énergie perdue en fait. C'est une énergie qui ne résout rien du tout. Au lieu de maudire le destin, il a réinvesti cette énergie. Il est devenu un peintre reconnu, il a fondé une famille, il a même continué à organiser des compétitions sportives depuis son fauteuil. C'est une belle leçon de résilience. Des figures historiques comme Helen Keller ou Nelson Mandela ont appliqué ce même principe. Elles n'ont pas perdu un temps précieux à exiger que le monde soit juste. Elles ont construit leur grandeur directement sur les fondations de leur malheur. C'est une leçon d'humilité colossale. Et d'ailleurs, pendant la formation des SEALs, cette notion d'injustice absolue n'est pas enseignée gentiment dans une salle de classe. Elle est inculquée de manière très, très physique. On en revient au sable. On en revient au fameux sugar cookie, le biscuit ensablé. Imaginez un peu la scène. Un candidat peut avoir passé des heures à cirer ses bottes, à repasser son uniforme, à faire une inspection absolument parfaite. Il a tout donné. Il est irréprochable. Irréprochable. Et l'instructeur, sans aucune raison valable, juste de manière purement arbitraire, le regarde et lui ordonne d'aller se rouler dans le sable mouillé. Pas de justification, rien. C'est terrible pour le moral. Le candidat passe le reste de la journée frigorifié avec du sable qui frotte et irrite la peau à chaque mouvement, tout en sachant pertinemment qu'il n'a fait aucune erreur. C'est fou. C'est un exercice de frustration pure. L'instructeur est là pour casser l'illusion de l'équité. Il leur apprend que parfois, malgré une préparation parfaite et des intentions très pures, on finit quand même en sugar cookie. Parce que la vie est comme ça. Plus vite on accepte que l'univers n'a pas à être juste, plus vite on peut se concentrer sur la façon de s'adapter et d'avancer. Et ce n'est pas la seule épreuve arbitraire. Le livre parle aussi du concept terrifiant du cirque. Concrètement, tous les jours, il y a des épreuves physiques. Ceux qui échouent, ou qui arrivent dans les derniers, voient leur nom atterrir sur la liste du cirque. Et la punition est rude. 2 heures supplémentaires d'exercice punitif intense à la fin de la journée. Le problème, c'est que ça ressemble à une spirale de la mort. Si on est épuisé par le cirque le lundi soir, on a de grandes chances d'être moins performant le mardi. Et donc de se retrouver à nouveau au cirque le mardi soir. Exactement. C'est fait pour briser les gens, non? En apparence, oui. L'objectif initial est d'écrémer, de faire abandonner ceux qui ne supportent pas cet engrenage de douleur. Mais ce qui a été observé est un phénomène physiologique et psychologique fascinant. Lequel? Ceux qui refusaient d'abandonner, ceux qui encaissaient le cirque jour après jour, finissaient par subir une adaptation musculaire et mentale spectaculaire. À la fin de la formation, ceux qui avaient passé le plus de temps dans le cirque étaient devenus physiquement beaucoup plus forts. Et mentalement, plus résilient, j'imagine. Beaucoup plus résilients que ceux qui avaient toujours réussi les épreuves du premier coup, oui. L'échec n'est donc pas une fin en soi, c'est une forge. Ça change toute la perspective sur l'échec. Essayer d'éviter l'échec à tout prix dans la vie, c'est se priver de cet entraînement invisible, de cette résistance qui nous prépare aux véritables tempêtes. C'est inconfortable sur le moment, c'est sûr, mais c'est ce qui bâtit l'endurance à long terme. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie quand on atteint le point de rupture ultime? Macreven nous emmène dans les entrailles de ce qu'ils appellent la semaine infernale. C'est le sommet absolu de la difficulté. 6 jours d'efforts continus avec pratiquement 0 heure de sommeil. C'est humain. Il décrit une scène vraiment glaçante dans l'ouvrage.
On est le mercredi de cette fameuse semaine. Toute la promotion a été emmenée dans les redoutables bancs de boue au sud de San Diego, tout près de Tijuana. C'est un endroit marécageux épouvantable. Un vrai cauchemar. Ils ont de la boue littéralement jusqu'au cou. Il fait nuit noire, un vent glacial souffle depuis le Pacifique et ils doivent rester immobiles dans cette vase. Le moral de la troupe est totalement détruit. Et c'est là que les instructeurs entrent en jeu. Toujours, oui. Sur la berge, les instructeurs jouent avec le respi. Ils allument un grand feu de camp, préparent du café chaud et promettent à travers des mégaphones que si 5 gars seulement abandonnent, tout le monde pourra sortir de la boue et venir se réchauffer. La tentation est immense. L'envie de céder est super contagieuse. Le groupe est à 2 doigts de s'effondrer collectivement. Et puis, au milieu de ces ténèbres absolues, une voix s'élève. Un des gars se met à chanter. Il chante faux, précise l'auteur, mais il chante avec une ferveur inébranlable. Il donne de la voix, quoi. Et là, une deuxième voix s'y ajoute, puis une troisième. Et en quelques minutes, c'est toute la classe qui se met à chanter à plein poumon dans la boue glacée. Cela soulève une question importante. Comment le simple fait d'entendre une voix, tremblante de froid, peut-il sauver un groupe entier de la capitulation, 600 caches? C'est presque magique. C'est ici que l'on touche à l'essence même du leadership, en fait. Chanter dans cette boue, c'est pas juste faire du bruit pour s'occuper l'esprit. C'est un acte de rébellion pur et simple contre le désespoir. C'est reprendre le pouvoir sur la situation. Refuser d'être une victime des éléments. Exactement. En chantant, ce soldat injecte de l'espoir là où la situation semble mathématiquement et physiquement désespérée. Et l'espoir, c'est l'arme la plus redoutable de la psychologie humaine. Il suffit d'une seule personne pour allumer cette étincelle. Et on peut tous être cette personne. Dans nos vies, quand on se retrouve embourbé jusqu'au cou, que ce soit dans des difficultés financières écrasantes, une crise familiale profonde ou une impasse professionnelle totale, il est vital de trouver cette force de chanter. De montrer l'exemple. C'est-à-dire d'adopter une posture qui inspire et élève ceux qui traversent la tempête avec nous, plutôt que de sombrer collectivement dans le cynisme ou le désespoir. C'est un message très fort. Et c'est d'autant plus difficile que, très souvent, l'abandon est à portée de main. McRaven décrit un objet très simple mais incroyablement puissant présent sur la cour de la base. Une cloche en cuivre. Ah, la fameuse cloche. C'est le moyen officiel et instantané d'abandonner la formation. C'est brillant et terrible à la fois. Si on n'en peut plus, si le froid est trop mordant, si le sable est insupportable, il n'y a pas de formulaire à remplir. Pas de bureaucratie. Pas d'explication interminable à fournir à un supérieur. Il suffit de marcher jusqu'au centre de la cour, à la vue de tous, et de sonner cette cloche. Un simple petit son métallique, et toute la douleur s'arrête instantanément. La tentation permanente. On a droit à une douche chaude, un lit douillet, du repos. Mais l'avertissement du livre claque comme un mantra définitif. Quelles que soient les circonstances, peu importe la douleur, ne sonnez jamais cette cloche. C'est la métaphore ultime de la renonciation. Et si on prend un peu de recul pour sortir tout ça du cadre strictement militaire, on voit à quel point ces concepts sont directement applicables au monde civil. C'est vrai. Essayons de transposer un peu tout ça. Parce que la plupart d'entre nous n'iront jamais se rouler dans la boue à Tijuana. Comment on applique la survie face aux requins, par exemple, dont parle le livre lors d'une nage de nuit? Les requins, dans la vie civile, ce sont les environnements toxiques, les concurrents impitoyables ou les crises majeures dans une entreprise. La méthode militaire dit « on ne fuit pas les requins, car ils sentent la peur ». Il faut leur faire face. Dans le civil, cela signifie qu'il faut faire face aux intimidations ou aux crises avec fermeté. Ne pas reculer, tenir sa position, et s'il le faut, savoir frapper fort sur le museau du requin pour se faire respecter ou pour trancher dans le vif d'un problème. Et qu'en est-il de l'épreuve où ils doivent plonger sous la quille d'un navire de guerre en pleine nuit? Ils décrivent ça comme l'endroit le plus sombre et oppressant qui soit. Cette obscurité sous la quille, c'est l'allégorie parfaite du deuil profond ou d'une dépression sévère. C'est le moment précis où la lumière disparaît totalement. Où l'on est complètement désorienté. Où l'on perd tous ses repères, oui. L'enseignement ici, c'est que c'est précisément dans ce moment de noirceur absolu, quand on a l'impression d'étouffer, qu'il faut puiser dans ses ressources les plus profondes pour garder son calme, exécuter la prochaine action et continuer d'avancer vers la surface. Toujours avancer. Et le fameux cirque, ces heures de punition après un échec, comment on le vit au quotidien? Le cirque, ce sont les échecs cuisants de nos carrières.
Un licenciement, un projet entrepreneurial qui s'effondre, un refus important. Sur le moment, c'est épuisant et très humiliant. On a envie de tout lâcher. Mais il ne faut pas fuir ces moments par peur de l'inconfort. Ces cirques nous musclent. Ils nous apprennent ce qui n'a pas marché et forgent l'endurance nécessaire pour la prochaine tentative. Finalement, ce qu'on peut en tirer de plus immédiat, c'est cette notion fondamentale de contrôle face au chaos. L'univers est incertain, mais on possède toujours un pouvoir absolu sur un point précis. Notre toute première action de la journée. Exactement. Et c'est là toute la beauté et la chaleur de cette philosophie. Ce recueil d'idées n'est absolument pas un manuel rigide destiné à apprendre le combat ou les tactiques de guerre. En l'analysant, on découvre avant tout un guide profondément humain sur la résilience. Sur l'humilité face aux épreuves et le pouvoir du soutien mutuel. C'est ça. En parcourant ces leçons, on ne se sent pas du tout appelé à partir au front. On ressent plutôt une envie irrépressible de s'imprégner de cette sagesse forgée dans l'effort extrême. C'est un appel à regarder nos propres défis quotidiens avec un peu plus de courage. À prêter une épaule solible à nos proches quand la mer se démonte. Et à trouver de la dignité, de la force dans les choses les plus simples et les plus banales. L'impact de ces histoires donne vraiment envie d'explorer l'intégralité du parcours de cet homme pour découvrir tous ces visages, toutes ces anecdotes de solidarité qui prouvent encore et encore que l'esprit humain est capable de surmonter à peu près n'importe quoi s'il refuse de céder. C'est tout à fait ça. C'est une réflexion qui remet les compteurs à zéro et redonne beaucoup de perspectives. Une belle conclusion. Pour clore cette discussion, j'aimerais laisser flotter une pensée, une question un peu provocatrice pour notre auditoire. On a vu que l'outil le plus puissant pour détruire un rêve dans ce camp d'entraînement, ce n'est pas un instructeur tyrannique ni un océan déchaîné. C'est la cloche. C'est une simple petite cloche en cuivre, posée là, au milieu de la cour, bien en vue, offrant en permanence la tentation douce et confortable de l'abandon. Cela nous pousse inévitablement à nous interroger. Quelle est cette cloche symbolique que chacun d'entre nous garde secrètement à portée de main dans sa propre vie ? Une vraie question. Quelle est cette porte de sortie de secours, cette excuse facile que l'on garde toujours entr'ouverte par peur de l'échec, du jugement ou de l'épuisement mine ? Et que se passerait-il si l'on décidait, de manière irrévocable, dès demain matin, en tendant parfaitement les draps de son lit, de ne plus jamais poser les yeux sur cette cloche ?